Chapitre 3. Je vous prie de m'excuser, messieurs, dit-elle d'une voix ravissante. Je terminais une natte. Seul, c'est effroyablement difficile. Il faut tirer les cheveux en arrière, faire une queue de cheval avec un élastique solide, épingler un boudin de velours sur l'élastique et tresser avec précision. Ai-je bien réussi? La jeune femme virevolta sur elle-même, présentant au policier un remarquable décolleté, dans le dos qui mettait en valeur ses épaules à l'arrondi sublime. « Êtes-vous bien, Madame Laxter ?» demanda Scott Marlowe rugueux. Elle leur fit de nouveau face. « Mais oui, je suis bien Bettina Laxter. Vous n'allez pas rester dans cette maudite boue. Entrez, je vous prie. Notre tâche s'annonce des plus délicates, » pensa Higgins, stupéfait par tant de beauté cachée au cœur de cette ferme misérable. L'ex-inspecteur-chef n'était pas au bout de ses surprises. Utilisant au mieux les deux étages d'un vieux bâtiment dont les poutres en chêne défièrent le temps, les Laxter avaient créé un petit palais où le luxe régnait en maître. Meubles de haute époque massifs et rassurants, tentures de velours vert sombre, moquettes de teint de tabac blond, aquarelles laies du XVIIIe siècle égayant les murs aux pierres apparentes, composaient un intérieur chaleureux d'une élégante richesse. Les deux hommes suivirent la jeune femme au premier étage, en majeure partie occupée par un salon de style Regency. Bettina Laxter prit place devant une coiffeuse, Louis XV en marqueterie incrustée de nacre. « Excusez-moi, je dois réajuster mon catogan. Le nœud de velours a glissé. Avec cette grâce que les jolies femmes possèdent de manière innée, Bettina Laxter s'assit en se déhanchant, comme une amazone s'installant de côté sur son cheval. Sa robe remonta vers les genoux, découvrant deux longues jambes d'une rare finesse. Comme si elle était seule, la souveraine des Lodge prit un temps infini pour parfaire sa chevelure. Scott Marlowe, énervé, tripota les pans de son imperméable. Higgins, très calme, admirait l'émouvant spectacle, espérant que son collègue ne romprait pas le charme par une déclaration intempestive. « Madame Laxter, dit le superintendant, nous sommes désolés de vous importuner. C'est un plaisir de vous recevoir, messieurs. La vie n'est pas très gaie à Ivy Lodge. Les distractions y sont plutôt rares. Vous avez pourtant agencé ici un petit paradis, remarqua Higgins. Bettina Laxter orna son cou d'un collier de perles à 5 rangées. Son geste fut, là encore, d'une exceptionnelle lenteur. Elle prenait soin d'elle-même avec un rare doigté, comme pour savourer chaque seconde de sa jeunesse et de sa beauté. À l'intérieur, inspecteur, à l'extérieur, c'est bien différent. Ce domaine est une véritable horreur. On y patauge partout, mais Jason en est tombé amoureux. Et comme j'aime Jason plus que tout au monde, j'ai dû trouver une solution. J'ai aménagé cette maison avec ce que je possédais à Londres. Mes parents étaient antiquaires. Nous avions une vie mondaine, agréable. Nous recevions beaucoup. Un soir, j'ai vu Jason. Ce fut un coup de foudre réciproque. Nous nous sommes mariés un mois plus tard. Il venait d'obtenir un diplôme d'ingénieur agronome. Plusieurs grandes firmes voulaient l'engager. Mais il avait un idéal. Prouver que ses théories rendraient florissant le domaine le plus pauvre, en apparence le moins rentable. Nous avons parcouru presque toute l'Angleterre. Quand il est arrivé ici, il a reçu une sorte d'illumination. Cet endroit correspondait exactement à ce qu'il souhaitait. Nous l'avons acquis pour une bouchée de pain. Il n'y avait même plus de propriétaire connu. Depuis 1 an, Jason travaille comme un fou. Il dort 2 ou 3 heures par nuit. Il répare, il bâtit, il laboure, il plante, il défriche. Un véritable Hercule. Quand vous le connaîtrez, vous serez surpris. C'est un homme d'allure plutôt frêle, mais il est doté d'une incroyable énergie. Je crois bien que c'est un génie dans son genre. Scott Marlowe jetait des regards inquiets à Higgins, qui allait prendre l'initiative d'annoncer à Bettina Laxter la mort horrible de son mari. Monsieur Laxter avait-il mis au point une technique agricole révolutionnaire, sans qu'il l'ex-inspecteur-chef, qui prenait des notes de son écriture fine et rapide. Il avait mis l'idée, mais il lui fallait du temps. 4 ou 5 ans au moins pour démontrer qu'il ne se trompait pas. Il voulait d'abord réintroduire les cultures les plus anciennes, avec un minimum de personnel et un maximum de rentabilité. Cette année, nous vivions sur nos réserves. Je vous avoue que j'ai été obligé de vendre un meuble de grande valeur pour faire face à nos échéances. Mais pourquoi cette visite si tardive, messieurs? Est-ce un créancier qui vous envoie? Higgins la regarda avec douceur. Savez-vous où se trouve votre mari, Madame Laxter? Jason, il doit travailler à l'atelier, comme chaque soir. Depuis combien de temps s'est-il absenté? Ce matin, je crois. Je ne me souviens plus exactement. Mais pourquoi ces questions? Higgins garda le silence. La gravité de son attitude suffit à alerter la jeune femme. Aurait-il eu un accident? Répondez-moi, je vous en prie. C'est beaucoup plus grave qu'un accident, Madame Laxter. Le ton de l'ex-inspecteur-chef était apaisant, confidentiel. Un instant, Bettina Laxter crut qu'elle vivait un mauvais rêve.
Mais il y avait bien 2 policiers du yard devant elle. 2 policiers venus lui parler de son mari. « Vous voulez dire que Jason est mort ?» ?»« Oui, Madame Laxter. » La jeune femme eut une réaction inattendue. Se regardant à nouveau dans la glace de sa coiffeuse, elle vérifia sa natte puis mit du rouge sur ses lèvres, très lentement, comme une femme se préparant à sortir pour une soirée exceptionnelle. J'aimais profondément mon mari, inspecteur. Il respectait une valeur plus que tout, la dignité. Si je meurs avant toi, m'avait-il dit un jour, ne pleure pas. Habille-toi et maquille-toi comme une reine. Fais-moi honneur. La voix de la jeune femme vacilla. Les doigts de sa main droite se crispèrent sur son bâton de rouge à lèvres. Comment est-il mort, inspecteur ? Je veux savoir. Il s'est pendu, répondit Scott Marlowe. À quel endroit ? Au lieu-dit le juge éternel ? Précisa Higgins. Le connaissez-vous ? Non, je n'en avais jamais entendu parler. Votre mari l'avait-il évoqué ? Non, je suis sûr que non. Était-il dépressif ces derniers jours ? Pas du tout, affirma Bettina Laxter, fatiguée, presque épuisée, mais fermement décidée à réussir. Avait-il parfois évoqué l'idée de suicide ? Insista Higgins. Le visage de la jeune femme se crispa. Jamais. Jason aimait passionnément la vie. Il détestait les lâches et les fuyards. Consultait-il les tarots ? Bettina Laxter se tourna vers Higgins. Les tarots ? Ce jeu de magicien ? Bien sûr que non. Jason était un esprit scientifique. Il ne prêtait attention à aucune superstition. Appréciait-il particulièrement les bruyères ? À ma connaissance, non. Que signifient ces questions bizarres ? Je désire comprendre les raisons de son acte, indiqua Higgins. Certains indices qui pourraient nous servir. C'est pourquoi je vous remercie de nous aider avec tant de courage. Bettina Laxter se mordit les lèvres. Votre mari avait-il un tempérament religieux ? Je viens de vous répondre qu'il était ennemi de toute superstition. Que pourraient désigner les initiales R.W. La jeune femme hésita. Je ne vois pas. Pas l'un de nos proches, en tout cas. Jason Laxter était-il un homme tatillon ? Préoccupé de ses vêtements, soucieux d'être impeccable, un pauvre sourire orna les lèvres de la veuve. Il n'en avait pas le temps. Jason était toujours pressé, il courait d'une tâche à l'autre. Il lui arrivait de mettre des chaussettes de couleurs, différentes ou une chemise à l'envers. La mode ne l'intéressait pas. Ici, il se voulait paysan parmi les paysans. Qui lui cirait ses bottes ? Cirer ses bottes ? Mais personne. Avec cette boue, cela n'aurait servi à rien. Il se contentait de les nettoyer. « Je ne voudrais pas vous importuner, » dit Higgins, paternel. « Si ces questions vous épuisent, nous reviendrons plus tard. »« Non, continuez. Quand vous partirez, je serai seul. » Scott Marlowe avait la gorge serrée. Cette jolie femme ne méritait pas le sort cruel qui la frappait. Le superintendant laissa Higgins continuer l'indispensable interrogatoire. « Connaîtriez-vous une chaise d'un style tout à fait particulier, Madame Laxter ? 3 pieds torsadés, des cornes en guise de dossier et des diables pour décor. » La jeune femme pâlit. « Cette horreur !»« Oui, elle est ici, Jason. » Elle s'interrompit, comme effrayée par ce qu'elle allait dire. Le bon sourire de Higgins la réconforta. Jason la détestait. Il avait décidé de la détruire un jour ou l'autre. Où se trouve-t-elle ? Dans une remise, à côté de la grange. Pourriez-vous nous y conduire ? Mais pourquoi ? C'est sur cette chaise qu'il est se monter pour se pendre. Ce n'est pas possible. Vérifions sa disparition, voulez-vous ? Passons par l'intérieur, recommanda-t-elle. Nous éviterons de nous salir les pieds. Un couloir très dégradé, aux murs suintant l'humidité, menait du bâtiment central à une remise au toit percé. Là étaient entassés des outils, du matériel agricole rouillé, des meubles pourrissants. À l'aide d'une lampe torche, Bettina Laxter éclaira un endroit précis. Elle était là, inspecteur, entre ce soc de charrue et un buffet rongé au verre. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? Il y a quelques jours ? Je ne comprends pas. C'est pourtant simple, intervint Scott Marlowe. Votre mari a quitté la ferme en emportant cette chaise sans que personne ne s'en aperçoive. Avec une discrétion extrême, Bettina Laxter essuya une larme. Retournons à la maison. J'aimerais vous offrir du café ou un alcool. Scott Marlowe opta pour un bourbon, Higgins pour un café. Bettina vida Kulsek un verre de rhum. Ses joues s'empourprèrent aussitôt. Je n'ai pas l'habitude, expliqua-t-elle. Je ne sais plus ce que je fais. Pardonnez-moi. Le superintendant, s'il n'avait été membre de la police de Sa Majesté, aurait laissé cette femme au désespoir qui l'envahissait, et contre lequel nul ne pouvait lutter. Mais une question lui brûlait les lèvres. J'ai le sentiment que votre situation financière n'était pas très brillante. Madame Laxter, est-ce exact ? Nous connaissions de graves difficultés, en effet. Ce domaine est un gouffre.
Mais mon mari était confiant. N'aurait-il pas pris conscience que son entreprise était vouée à l'échec? Désespéré, comprenant qu'il courait à la ruine, il aurait préféré se supprimer. La jeune femme devint aussi immobile qu'une statue. Puis elle éclata en sanglots. À cet instant précis, les cloches de la chapelle se firent entendre 3 fois, 3 coups. Le glas pour la mort d'un homme. Sur la colline des moutons, Higgins crut apercevoir une forme noire éclairée par la lumière de la lune. L'ex-inspecteur-chef, s'approchant de la fenêtre, distingua un personnage de haute taille, apparemment vêtu d'une robe de moine, marchant à grandes enjambées. En quelques secondes, il disparut dans les ténèbres.